Bonjour, donc Denis Fourier, Société Sécurex. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la formation telle que nous pouvons l'envisager sur cette fin d'année 2020 ainsi que sur l'année à venir, peut-être plusieurs années d'ailleurs. Alors, au niveau de la formation, vous n'avez pas été sans vous rendre compte qu'il y avait quand même un certain nombre de changements importants qui s'étaient produits et ces changements qui étaient déjà en cours, qui étaient en train de se mettre en place, se sont subitement accélérés suite au confinement donc qui a débuté le 16 mars 2020 suite à cette pandémie de la Covid-19 et qui a quelque part mis à l'arrêt beaucoup d'activités, notamment l'activité formation, sachant que l'activité formation est toujours et reste encore aujourd'hui une activité qui se réalise souvent en présentiel. Alors, vous devez connaître ce modèle. Donc ce modèle est en train de vous montrer un peu la situation qui se produit aujourd'hui dans les entreprises et donc notamment fortement au niveau de la formation. On est en fait dans une phase, où il faut, se remettre fondamentalement et profondément en question. Les choses qui étaient vraies un jour ne le sont plus, en tout cas de la même manière. Les choses évoluent et nous devons absolument apprendre à quitter notre zone de confort. Donc quitter notre zone de confort, en mettant en place les ajustements et les modifications nécessaires, en nous alignant de manière à pouvoir, avancer vers le futur et ce qu'il va nous proposer de mieux dans les années à venir. Donc ça s'appelle, une restructuration, ça s'appelle, une nouvelle prise de marque et nécessairement cette nouvelle prise de marque ne peut se faire qu'à travers une remise en question et une analyse profonde de ce qui a marché et de ce qui pourra encore fonctionner. Les méthodes modernes d'animation, le e-learning, les webinars, les formations à distance de quelque sorte qu'elles soient, étaient déjà en train de se mettre en place au niveau des entreprises et au niveau du marché, tout simplement pour 2 raisons. La première raison est une histoire de modernisation, hein. Vous savez que l'électronique, l'informatique, sont en place depuis déjà de nombreuses années au niveau des entreprises et du marché et que cette place est de plus en plus croissante parce qu'elle est là pour faciliter les choses et faciliter notamment la communication. La formation, c'est de la communication. Donc la modernisation, c'est une chose, mais il y a également le temps. Aujourd'hui, les managers ont de moins en moins de temps à consacrer à la formation, même s'ils reconnaissent en avoir besoin. Et les entreprises qui sont focalisées sur les résultats et sur la productivité ne peuvent pas libérer leurs managers sur une durée trop longue pour des formations. Autrement dit, alors qu'il y a quelques années, on arrivait encore à libérer des managers sur 2 journées consécutives pour une formation importante dans leurs fonctions, on est très vite passé à une journée, voire à une demi-journée. Et aujourd'hui, si on peut encore faire plus court, il y a forcément un intérêt des deux parties. Je parle de direction et je parle des managers, voire également des salariés, bien sûr. Donc, justement, le e-learning permet de proposer des thématiques sur une durée plus courte et en plus, le e-learning ou bien les webinars permettent également d'avoir une meilleure maîtrise des frais. Il n'y aura pas les coûts de déplacement, les coûts d'hébergement et cetera, les coûts de restauration. Maintenant, ce ne sont pas les seules choses qui ont changé au niveau de la formation, parce qu'il faut également, au niveau de la formation, prendre en compte les nécessaires et obligatoires mesures d'hygiène et de distanciation. Autrement dit, si la formation se déroule en présentiel, eh bien, il y aura des mesures d'hygiène à respecter et puis, il y aura une distance inhabituelle entre eux et entre les participants et l'animateur ou les animateurs. Et tout cela, tout en
insistant un peu sur un point qui est important, c'est le port du masque, hein, puisque aujourd'hui le port du masque est obligatoire. On peut considérer une salle de formation quelque part un peu comme un open space, et le port du masque est obligatoire en open space. Donc les stagiaires vont devoir porter le masque durant toute la formation, et il en est de même pour l'animateur. C'est une question de point de vue, c'est une question de ressenti, c'est une perception, mais moi je peux vous assurer qu'il y a quand même quelque part un inconfort à porter un masque tout en étant en situation de communication. Lorsque l'on communique, il n'y a pas que le sens des mots qui est important, il y a également toute la partie non verbale. Et dans le non verbal, il y a l'intonation. L'intonation est portée par la respiration, donc le masque influence la respiration, et également toute la partie mimique, gestuelle ou mimique. Donc nous n'aurons plus accès de la même manière au feedback donné par les stagiaires à travers des sourires ou à travers des mimiques au niveau du visage. Donc il y a une adaptation nécessaire également à ce niveau-là. Pour les méthodes modernes d'animation, pour s'y arrêter un petit peu, il est important de se focaliser sur deux points capitaux. Tout d'abord la préparation et ensuite l'animation. Au niveau de la préparation, il faut mettre une importance de plus en plus forte sur la forme, l'aspect visuel. L'aspect visuel, ce sera quelque part l'emballage. Ce sera ce qui va faire que un participant sera content de ce qu'il a vu. Non pas encore de ce qu'il a entendu, mais de ce qu'il a vu. Et on sait aujourd'hui qu'on va beaucoup plus facilement acheter un magazine qui a un emballage intéressant, qui a une couverture attirante, qu'un magazine qui était bâclé en termes de couverture, sur laquelle on n'a pas mis un peu de glamour. Donc la forme est importante, et la forme ne se joue pas qu'au niveau de l'aspect visuel, elle se joue également au niveau de la diversification des moyens didactiques. Si durant toute la formation, c'est un formateur, un animateur qui parle et des participants qui écoutent, bah forcément, ça va très vite être difficile pour l'animateur de contrôler le niveau de concentration des participants. Autrement dit, il va falloir mettre en place des leviers interactifs au niveau de la formation, des questionnaires choix multiples, des quiz, des vrais ou faux, des boîtes de dialogue où il peut y avoir une interaction au-delà du verbal, une interaction par écrit pardon, entre l'animateur et les participants, voire éventuellement entre les participants entre eux. Ce n'est absolument pas gênant. Le tout, c'est de contrôler de façon rythmée et de façon régulière le fait que le formateur a toujours les participants avec lui. Au niveau de l'animation, ben là, je viens d'en parler, hein, quelque part, le rythme est hyper important. Le rythme, ça ne veut pas dire qu'il faut galoper durant toute la formation, ça veut dire qu'il faut savoir imprimer un rythme et savoir changer de rythme. Important également, le niveau de concentration n'est pas le même lorsque nous avons en face de nous des personnes en présentiel que lorsque nous avons en face de nous des personnes qui sont en situation de e-learning. Il faudra réaliser des séquences plus courtes. Là où on pouvait tabler quelque part sur une concentration importante, sur une séquence d'1 heure et demie à 2 heures avant de faire la première pause, eh bien peut-être qu'au niveau du e-learning, il faudra réfléchir à faire une première pause au bout d'1 heure. Ça, c'est pour ce qui concernait la phase de préparation et la phase d'animation. Maintenant, je voudrais revenir de façon un peu plus importante et approfondie sur la prise en compte des mesures d'hygiène et de distanciation. Avant même de se rendre chez le client, avant même de démarrer notre action formation, échangeons avec l'entreprise où nous allons intervenir et prenons connaissance de leur protocole. Toutes les entreprises aujourd'hui, pardon, excusez-moi, ont un protocole sanitaire. Il est important de le connaître et de le respecter. Maintenant, si nous, dans notre entreprise, nous avons également mis en place un protocole qui clarifie de façon précise les règles qu'un intervenant doit faire lorsqu'il se rend chez un client externe, eh bien, il est important d'échanger sur ce protocole. Si je prends un exemple, si demain je dois me rendre dans une entreprise, je prendrai connaissance de leur protocole. Par contre, chez nous, nous avons mis en place un protocole qui est le suivant. Nous devons respecter toutes les mesures d'hygiène
Donc, gel hydroalcoolique, port du masque, distanciation, etc. Est-ce que ces mesures sont les mêmes que chez le client? Si nos mesures sont plus exigeantes en termes comment dire, d'hygiène que celles en place chez le client, faisons part de notre attente au client et échangeons avec lui sur notre niveau d'exigence, de manière à ce que le client fasse respecter par les participants à notre formation les mesures que nous avons, nous, mis en place. Étant donné toutes ces mesures d'hygiène, de sécurité quelque part également, prévoyons de grâce une marge supplémentaire au niveau des horaires. Si nous avions l'habitude d'arriver chez le client une demi-heure avant le début de la formation, tout simplement pour nous conserver une marge de confort en relation avec la préparation de la salle, prévoyons peut-être une demi-heure de plus, parce que si c'est un client où il y a déjà un portique au poste de garde à passer, où il faut laisser un certain nombre d'objets, comme lorsque l'on passe le portique à l'aéroport, ici, il y aura en plus un certain nombre de choses qui seront contrôlées par rapport aux mesures sanitaires, et donc ça prendra plus de temps. Et peut-être qu'il y aura un embouteillage un peu plus important à l'entrée de l'entreprise. Donc prévoyons de grâce une marge supplémentaire au niveau des horaires. Respectons le respect du protocole durant toute la formation. Ce n'est pas parce que au bout une heure et demie, on a brisé la glace et il commence à y avoir un relationnel plus fort entre participants et animateurs que nous devons accepter des aménagements au niveau du protocole. Bon, c'est bon, on peut tomber le masque maintenant, hein. C'est un peu avec humour que je le dis parce que c'est une expression toute faite, mais non, le masque, il faut pas le tomber. Si jamais il y a des difficultés par rapport à la respiration, faut faire une pause. On fait une pause un peu plus tôt. C'est d'ailleurs la dernière phrase de cette diapositive. Ça concerne donc les conditions d'animation. Et les conditions d'animation, elles vont quelque part créer un certain inconfort. On sera plus rapidement fatigué, la respiration ne sera pas la même que la respiration naturelle, et il y aura donc besoin de plus de temps pour assurer la récupération. D'où l'importance de la multiplication des pauses. Là où on faisait une pause le matin, il faudra sans doute en faire deux. Par contre, ça veut dire que, si on fait 2 pauses le matin, 2 pauses l'après-midi, plus la pause déjeuner, ça veut dire qu'il faudra mettre un accent tout particulier sur la gestion des sorties et des entrées en salle de formation. Je remarque qu'il manque un A à formation et j'en suis désolé. Donc, quand vous animez une formation, hein, je m'adresse ici essentiellement aux formateurs, mais également peut-être aux personnes qui assistent régulièrement à des formations. Vous savez très bien que pour une pause, on dit 10 minutes et que c'est pas évident de respecter ce timing. C'est pas évident de le respecter parce que un ou l'autre participant va profiter de la pause pour repasser par son poste de travail. Il ou elle va être sollicité et au lieu de 10 minutes, on arrive très vite à 20-25 minutes. Parce que s'il y a des gens qui reviennent au bout des 10 minutes de manière respectueuse, peut-être qu'ils vont arriver, se retrouver seuls dans la salle avec le formateur. Donc à ce moment-là, ils vont dire, bon, je repars. Et on a comme ça un va-et-vient. Autrement dit, si on fait plus de pauses dans la journée, il faudra être très, très vigilant sur la gestion des entrées et des sorties de la salle. On met en place un timing et on le fait respecter quelque part à la lettre. Prévoir et également organiser la pause déjeuner. La pause déjeuner, très souvent, c'était relativement simple. Lors de la préparation de la formation avec les RH de l'entreprise, on demandait si un plateau repas était prévu et puis si c'était pas le cas, on s'entendait souvent répondre: «Non, non, vous inquiétez pas, on a réservé un restaurant dans le coin». OK, pas de problème avec ça, sauf que ici, peut-être que la pause déjeuner sera plus longue, toujours pour les mêmes raisons. Les raisons qui sont liées à la sortie de l'entreprise, les raisons qui sont liées au retour dans l'entreprise, mais les raisons qui sont également liées à l'endroit où le déjeuner va se dérouler. Si c'est en interne, il y aura sans doute peu de choses à modifier, si ce n'est bien entendu de conserver les règles de distanciation. Par contre, si ça se passe en externe, il y aura certainement un protocole qui sera en place également.
pas mis en place par l'entreprise, mais peut-être également par l'endroit où nous allons aller déjeuner. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de changements et ces changements sont amenés à durer, en tout cas pour une raison, c'est que le futur est là. Le futur est là et les formations à distance vont perdurer. Le e-learning a fait son trou. Il était déjà pas mal avancé, mais là, il a fait son trou. Et pour les raisons que j'ai citées en tout début d'intervention, c'est-à-dire des raisons économiques, mais également des raisons de facilité de l'entreprise pour libérer les managers, la demande de formation en modèle e-learning risque d'être de plus en plus forte. Alors, pour parler de notre situation chez Securex et de ma situation chez Securex, il faut savoir que nous sommes sur des formations qui ne sont pas des formations techniques. Ce sont des formations qui sont essentiellement en lien direct avec le management, avec la communication, avec le comportemental. Et ce sont des formations qui comportent énormément de jeux de rôle, des mises en situation. Aujourd'hui, le e-learning constitue quelque part un challenge, mais également une barrière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résistance, et je reconnais, hein, je suis un des premiers à être en situation de résistance, en tout cas qui était en situation de résistance. Pourquoi je dis qui était? Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'il faut le faire. C'est pas évident. C'est pas évident, il faut repenser la formation, il faut imaginer les mises en situation d'une manière différente, peut-être sous forme d'études de cas, mais peut-être que certains jeux de rôle, même s'ils seront plus limités en durée et plus limités peut-être aussi qualitativement, certains jeux de rôle peuvent rester et il ne faut pas hésiter à les employer. Il faut juste qu'on s'habitue, il faut qu'on saute, qu'on passe le cap, mais la vie aujourd'hui en formation, elle a changé et pas forcément en mal. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt, dans 15 jours.